Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce cursus du mercredi de Elmo, une édition consacrée aujourd'hui à notre formation en technique de mode, comme vous l'avez sûrement compris si vous avez vu la petite vidéo qu'on vous a diffusée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les cursus du mercredi, vous le savez sans doute, ce sont donc des séances d'info-études en live. On vous présente un petit peu nos cursus, on vous donne plein d'explications, plein d'infos et on répond surtout à vos questions. Ici, ça se passera donc à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas. Utilisez le chat, les commentaires pour transmettre vos questions dès à présent. On y répondra à la fin de la petite séance d'info. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Facebook ou sur YouTube pour ce live. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous êtes passionné par la mode, vous avez envie de créer, d'exprimer des idées, des concepts ou des émotions à travers les vêtements, les coupes, les matières, les formes. Vous êtes au bon endroit. On va parler donc de notre formation en technique de mode. Et pour cela, on va accueillir une représentante de ce cursus, Christelle Corman. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on aborde ce cursus en technique de mode qui s'organise à Elmo Mode. C'est situé au Cannes, un bâtiment qui est juste à côté de la médiacité de Elmo-Ezas. C'est une formation en 3 ans, complète, polyvalente. C'est vraiment imaginer réaliser un vêtement de A à Z. Un bachelier donc à la fois artistique et technique. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le détail, dans le vif du sujet pour en parler du site et de la formation. Et on va retrouver du coup Christelle. Et voilà, la parole est à toi. On a hâte d'en savoir plus sur cette formation. Merci Stéphanie pour cette super intro. Donc, en effet, nous sommes situés dans les bâtiments, comme tu l'as dit, du Cannes, juste à côté de Médiacité, et nos étudiants voyagent sur 2 parties du site. Donc, il y a une partie qui appartient à l'ESAS, qui fait également partie de Elmo, et là, notamment, se donnent des cours de théorie. Et tout ce qui est partie, on va dire, plus pratique, artistique, se donne dans le bâtiment central du Cannes. Donc, on voit le bâtiment central en plein centre de la photo. On distingue alors un petit peu sur la gauche, juste derrière cette ellipse, les As, juste après Médiacité. Donc, voilà, à quelques pas, ça nous prend peut-être 3 minutes pour la traverser. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. Ce qui nous permet, par cette collaboration-là, de disposer notamment d'auditoires ou de locaux plus spacieux pour les cours de théorie, ou d'autres workshops parfois qui sont artistiques et qui se donnent là-bas également, mais simplement pour une taille suffisamment espacée pour pouvoir étaler tout notre matériel. Alors, je vais évidemment vous parler plus en détail du contenu de la formation qui peut se diviser en 3 axes. Alors, ce ne sont pas 3 axes égaux, pas 3 axes de la même proportion, mais auxquels on fait souvent référence tout au long de l'année ou par quadrimestre. Donc, nous avons l'axe artistique, l'axe technique et l'axe théorique. Alors, l'axe artistique, c'est évidemment une grosse partie de la formation qui a pour objectif de développer un maximum la créativité du jeune, le sensibiliser à la notion de concept, de couleur, de motif, de matière, d'association, des matières d'association, des couleurs, de la création du motif. Et alors, en complément, nous avons la partie technique. Alors, dans la partie technique, il y a 2 volets. Un volet que j'intitulerai un petit peu le portefeuille de base, qui se cache derrière le titre coupe. Donc, dans ce cours de coupe, nous avons comme principe d'enseigner un maximum de notions de base à l'étudiant. Raison pour laquelle je dis qu'il se crée un portefeuille de données pour après pouvoir travailler et développer dans sa collection personnelle. Alors, la photo ici illustrée en arrière-plan vous montre un travail en atelier. Et donc, dès qu'on a appris toute une série de notions de base dans ce fameux petit portefeuille de données, on peut travailler de manière plus individualisée, plus autonome aussi, petit à petit, évidemment, au fur et à mesure de l'avancement des mois et des blocs de la formation. On ne va pas attendre de l'étudiant autant d'autonomie en début de bloc 1, évidemment, qu'en fin de bloc 3. Tout ça se fait crescendo et dans un encadrement le plus approprié. Et donc, par rapport à cette notion de cours pratique, donc les cours techniques, ce sont juste des synonymes, on travaille en étroite collaboration avec le professeur de stylisme qui, lui, gère la partie artistique.
La partie artistique, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout sortir votre imaginaire et par exemple le griffonner sur papier. Et du coup, la partie technique va essayer de donner vie à votre imaginaire. Donc, on va mettre en 3 dimensions ce que vous avez au plus profond de vous. Donc, en première année, on va tenter un maximum de sortir le plus de créativité possible. Alors, parfois, certains ont un peu du mal à comprendre pourquoi on fait des silhouettes qui semblent peut-être architecturales ou en tout cas pas vraiment portables. Eh bien, tout simplement, c'est pour pouvoir travailler un maximum de détails innovants et toujours dans un souci d'harmonie. Donc, au début, on essaye de balayer l'idée de vêtements, de balayer l'idée de corps humain à habiller, mais de créer plutôt une silhouette créative, qu'elle soit architecturale ou non, mais comme si on créait une œuvre d'art. Après, il y a une contrainte, c'est que cette œuvre d'art, elle puisse être portée sur un mannequin, par exemple vivant pour un défilé, mais ça peut être aussi de manière inerte pour une exposition. Forcément, on essaye de vous plonger un maximum dans la réalité professionnelle et ce, dès le début de la formation. La finalité, c'est pour vous toujours plus fun et toujours plus excitant de vous dire que vous allez terminer l'année par un défilé, ce qui est souvent le principe de base et de fonctionnement, sauf que forcément, depuis 1 an et demi, avec notre ami Covid, le défilé est un petit peu mis de côté. Ce n'est pas pour ça qu'on ne fait plus rien, que du contraire, mais on se réinvente autrement. Et donc, cette année, notamment, on organisera une exposition en fin d'année, vraisemblablement autour du week-end du 19 juin, mais on reviendra un petit peu plus en détail là-dessus ultérieurement. Et donc, l'objectif, comme je le disais, de cette partie technique, pratique, c'est vraiment de mettre en 3 dimensions ce que vous avez créé, que ce soit sur papier ou que ce soit parfois sous forme de petites notions de maquette ou de brouillon. Maquette, c'est un terme qui est assez utilisé, notamment dans le domaine de l'architecture, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquemment utilisé chez nous parce que des étudiants n'ont pas toujours l'affinité ou la motivation à dessiner et préfèrent tout de suite partir sur quelque chose de concret. Et donc, grâce à cette partie concrète, ils arrivent à construire plus facilement une création davantage innovante. Alors, on ne démarre pas, que ce soit dans le domaine artistique ou technique, de la page blanche. En général, les professeurs vont vous encadrer par le lancement d'un thème. Alors, quand je dis en général, c'est aussi bien pour le bloc 1 que pour le bloc 2. Le bloc 3, j'en parlerai plutôt un petit peu séparément après parce que celui-là est un petit peu particulier étant donné que c'est vraiment l'année qui vous rapproche du domaine professionnel. Donc, bloc 1, bloc 2, vous fonctionnez généralement avec un thème très global au départ. Alors, ce thème, c'est simplement à concevoir une piste, une direction à prendre, à suivre, un sujet qui va vous intéresser, voire vous passionner, parce que c'est bien entendu un travail qui ne dure pas une journée, pas 2 journées, pas une semaine, ça s'étale sur plusieurs semaines. On ne crée pas du jour au lendemain. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne crée pas tout d'un coup une page blanche à remplir. Ah, aujourd'hui, je vais réaliser ce projet-ci, cette silhouette-là. Non, il y a vraiment tout un travail de réflexion, de feedback. On travaille en général à 3 personnes. Donc, l'étudiant au cœur de la réflexion, le professeur de stylisme et le professeur atelier. Alors, soit ce sont des moments d'échange à 3, soit ce sont des moments en binôme, c'est-à-dire l'étudiant avec le professeur de stylisme et à un autre moment, l'étudiant avec le professeur de technique. Et puis alors, on se retrouve à 3 pour échanger. Et donc, on se rend compte directement dans la manière dont j'explique les choses que l'étudiant est toujours au cœur de toute la formation et de tout l'avancement. Alors, que ce soit pour l'élaboration de ses projets professionnels ou que ce soit pour la recherche de ses stages ou que ce soit pour l'organisation d'un défilé, d'une expo, c'est toujours satellite à l'étudiant. Par rapport à la création, on entame directement. Donc, lorsque vous allez arriver en bloc 1, aux alentours du 15 septembre, eh bien, directement au 2e jour, et parfois même dès le 1er jour, quand on crée des petits workshops d'immersion, on va attendre de vous plonger dans la formation. Alors, évidemment, cette immersion, elle a plusieurs objectifs. Parfois,
ça fait longtemps que vous avez choisi la formation et vous savez que c'est ce que vous souhaitez faire. Et puis parfois, vous ne vous êtes pas toujours bien rendu compte qu'il faut donner de soi-même. Alors, donner de soi-même, c'est de l'énergie, ce sont des idées, mais c'est aussi de son temps. Donc, on vient à l'école, certes, on vient à l'école pour faire ses études et obtenir un diplôme, évidemment, mais quand on rentre chez soi, ce n'est pas terminé. C'est la raison pour laquelle je parle, et je parle souvent, d'être passionné par rapport à ce qu'on fait. Donc, on ne vient pas à l'école étudier la mode, on vient à l'école pour développer sa passion par rapport à la mode. Et donc, lorsque vous rentrez chez vous, il est de bon ton de continuer à travailler sur l'évolution de votre projet personnel qui deviendra le plus professionnel possible. Donc, on n'attend pas de vous de créer un bricolage, mais on attend de vous de créer quelque chose qui soit de plus en plus professionnel. Alors, par rapport à ces axes de formation, ils sont évidemment bien imbriqués les uns dans les autres. Donc, l'axe artistique et l'axe technique, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a à côté, j'ai envie de dire, l'axe théorique. Alors, il est à côté, mais il est vraiment satellite et il tourne autour des deux précédents. Cet axe théorique a comme objectif de plonger l'étudiant dans la réalité professionnelle, histoire que nous ne passions pas du temps à former un étudiant artiste avec la tête dans les nuages, mais à l'inverse, avec les pieds bien ancrés au sol. Donc, vous aurez des cours de théorie qui, petit à petit, que ce soit en bloc 1, en bloc 2 ou principalement en bloc 3, vont vous préparer à l'arrivée dans le milieu professionnel en sachant ce qu'il faut faire et ou éviter pour vous lancer ou pour travailler pour une marque de vêtements qui existe ou un autre employeur. Et donc, le fonctionnement que nous avons choisi d'adopter en première et deuxième année est relativement similaire. Dès la première année, donc dès qu'on arrive en bloc 1, on est plongé dans de la création. Après un mois de formation, vous avez déjà réalisé, on va dire, on va appeler ça une silhouette, donc une création, un projet, une œuvre. En fin de première année, vous en avez réalisé 3. En deuxième, c'est le même système. Quelques projets découpés pendant l'année. Et la troisième, j'ai dit que j'allais en discuter juste après parce qu'elle est un petit peu différente. Entre la première et la deuxième année, on essaye de vous sensibiliser un maximum à ce côté professionnel, le développer le mieux possible. Et on essaye que vous puissiez comprendre que tant que vous êtes à l'école, c'est le moment de pouvoir créer un maximum de choses qui peuvent parfois, comme je le disais, sembler farfelues, mais tout simplement qui sont les plus artistiques possibles. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en troisième année, à l'arrivée vers le milieu professionnel, vous allez choisir de réaliser quelque chose de plus portable, peut-être, ou peut-être pas. Vous aurez toujours le choix. Alors, le bloc 2, forcément, qui se situe avant l'année diplômante, on essaye aussi de vous sensibiliser avec le contact vers l'extérieur. Raison pour laquelle vous allez être invité à faire des workshops, alors que ce soit de manière totalement libre ou que ce soit de manière encadrée dans le cadre de certains cours artistiques et ou techniques. Alors, dans ces collaborations extérieures, ça peut être avec des marques de vêtements, ça peut être avec des marques d'accessoires, ou ça peut également être avec des marques qui n'ont absolument rien à voir avec le domaine textile, mais par exemple l'automobile. Donc, il nous est déjà arrivé de faire une collaboration avec la voiture Mini. Voilà, on a organisé un défilé inspiré de la Mini et tout ce qui tourne autour. Donc, il ne s'agissait pas de faire un déguisement en forme de petite voiture, bien que du contraire. Et peut-être que si vous avez déjà eu l'occasion de parcourir le site web, vous avez eu la possibilité de découvrir quelques visuels. Et si ce n'est pas encore le cas, vous aurez l'occasion tout à l'heure. Stéphanie ne manquera pas de vous rappeler les différents endroits où vous pouvez retrouver du visuel. Quoi qu'il en soit, au niveau de la variété de ces workshops, nous essayons chaque année de les diversifier. Donc, je viens de citer par exemple le Mini. Cette année-ci, il y a eu une collaboration au niveau de la broderie avec la Turquie. Donc, une entreprise d'Istanbul s'était connectée en live avec les étudiants de Bloc 2 ici, qui devaient sur une journée concevoir un visuel de broderie. Donc, ils ont dessiné ce visuel inspiré d'un paysage. Directement avec la Turquie, ils ont commencé à critiquer les propositions pour qu'elles puissent devenir de plus en plus pratiquement réalisables.
Et la Turquie a réalisé les maquettes, donc les prototypes. Ils ont envoyé, je pense, un métrage d'une 50aine de centimètres avec directement la réalisation des différents étudiants. Donc ça, hyper chouette, hyper concret. Vous avez ici sur le visuel en haut à droite sous le logo la petite photo du mouton. Alors, on ne fait pas de l'élevage, non, on a fait une collaboration avec la France qui représentait le domaine de la laine, domaine évidemment naturel. Un concours a eu lieu et c'était juste avant les vacances de Pâques, donc le 2 avril. Ils auraient dû aller présenter le projet en France, mais vu les circonstances, tout ça s'est fait en visio, bien entendu. Et les résultats sont tombés la semaine qui vient de s'écouler. Et donc, alors, c'est très chouette et très concret pour les étudiants parce qu'ils sont à la fois confrontés avec des demandes externes et des contraintes internes par rapport à ce qu'on attend d'eux au niveau créativité, au niveau technique. Et quand en plus, ça fait partie d'un concours et qu'ils peuvent recevoir une félicitation externe, bah, c'est évidemment toujours très, très valorisant. Alors, notamment, ce concours laine impliquait différents établissements de formation supérieure. Et un prix du jury était attribué à la fois pour chaque école et à la fois pour un prix du jury, toute école confondue. Et un de nos étudiants a été lauréat de ce prix, donc c'est extrêmement valorisant. En plein milieu de la photo que vous avez sous les yeux actuellement, vous voyez dans le rond central une série de petites photos assez bien colorées. Les étudiants de première année ont commencé au mois d'octobre à réaliser une robe multicolore. Et dans le courant du mois de janvier, on a organisé un workshop photo. Donc, l'objectif était de faire porter ou de porter soi-même, pour ceux qui le souhaitaient, la création, trouver des lieux un peu insolites ici dans l'arrondissement et de mettre en valeur le produit par rapport à des techniques conseillées par le photographe. Alors, nous avons d'autres illustrations sur ce petit visuel, comme par exemple dans le cadre des cours de technomatière. On essaye de vous sensibiliser un maximum à personnaliser vos matériaux ou les transformer. Donc, juste en dessous de l'icône avec le petit mouton, nous avons une illustration de technique de tuvetage, là dans les tons de rose et turquoise. Alors, comme toujours, l'objectif n'est pas de se dire c'est beau, c'est pas beau, j'aime ou je n'aime pas, mais imaginez que derrière le visuel qui est présenté, il y a toute une recherche faite par une seule personne en général, parce que parfois il pourrait y avoir des modules ou des activités qui se font par binôme, mais c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Et donc, ça veut dire que derrière la proposition de cette matière, l'étudiant a dû réfléchir, faire des essais, critiquer ses essais, les améliorer pour au final obtenir une maquette. Alors là, c'est dans le cadre d'un exercice, mais cet exercice peut évidemment trouver totalement sa place dans la création, par exemple, du jury de fin d'année. Et donc, on essaie un maximum comme ça de vous donner la possibilité et l'opportunité de faire un maximum de découvertes. Alors, bien entendu, vous n'allez pas adorer tous les workshops parce que peut-être que quelqu'un déteste la photo, peut-être que quelqu'un déteste la manipulation textile ou que sais-je, mais on va en tout cas à chaque fois vous donner des opportunités de vous faire découvrir des manipulations et ce, un maximum. Donc, première et deuxième année, c'est vraiment pour vous donner un maximum et de découverte et d'apprentissage technique. Alors, on part du principe qu'une fois que vous avez acquis les bases attendues, vous êtes prêt pour aller dans l'année diplômante. Alors, l'année diplômante, elle peut être faite un petit peu à la carte, c'est-à-dire que d'emblée, vous allez pouvoir choisir si vous la faites chez nous. Donc, vous choisissez le cursus traditionnel, ici, à Liège, à Elmo, ou alors vous choisissez la version Erasmus. Donc, vous avez envie de découvrir soit une autre école, soit un autre pays, soit une autre langue, soit le tout en une fois. Et vous pouvez, dans ce cas, décider de partir une année complète à l'étranger ou une demi-année. Alors, dans l'enseignement supérieur, on travaille par crédit. Et par crédit, vous devez obtenir 60 crédits sur une année. Ce qui veut dire qu'en troisième année, vous avez la possibilité de faire moitié des crédits chez nous, par exemple, moitié des crédits à l'étranger ou la totalité à l'étranger. Si vous faites la moitié de vos crédits chez nous, ça veut par exemple dire que vous allez venir chercher 30 crédits à Elmo à Liège et peut-être 30 crédits à l'étranger. Et je mets tout ça sous la forme du peut-être parce que
comme je l'ai dit, le bloc 3, l'année donc diplômante, est vraiment une année personnalisable. Et donc, on va vous sensibiliser à cette troisième année déjà à la fin du bloc 2. Donc, vous allez avoir des séances d'information pour ceux qui se disent « Tiens, j'ai entendu parler de l'Erasmus, ça pourrait peut-être m'intéresser, mais qu'est-ce que c'est? J'ai envie d'en savoir plus avant de m'engager complètement. » Et donc, des réunions avec une de mes collègues est planifiée. Vous y venez, vous recevez une série d'infos. Si vous avez envie d'en savoir plus, alors tout ça, ça fonctionnera sous forme de rendez-vous pour petit à petit vous préparer à organiser votre cursus personnalisé ou de rester dans le cursus traditionnel de la troisième et dernière année. Et donc, cette troisième année, elle a la particularité, contrairement au bloc 1 et au bloc 2, on ne fait plus des projets et des workshops étalés sur les X mois de la formation. Vous réalisez une collection complète. Donc, pour le cursus traditionnel, vous n'aurez cours que de septembre jusque décembre. Et sur ce premier quadri, vous allez créer et mettre en 3D toute la collection. Vous aurez vos examens en janvier. Et puis, vous partirez en stage au deuxième quadri pour venir nous présenter la collection finale confectionnée par vos soins en fin d'année, donc aux alentours du 15 juin. Alors, les stages que vous allez réaliser dans l'année diplômante, ce sont des lieux de stage que vous choisissez en collaboration avec moi. L'objectif des stages, c'est vraiment de vous plonger dans une immersion professionnelle pour compléter l'apport théorique et pratique de la formation, mais avec les contraintes du milieu professionnel. Alors, en fonction de vos attentes, vous allez aller chacun dans des lieux de stage différents. Quelqu'un qui est intéressé par la lingerie va déjà en milieu ou fin de deuxième année commencer à venir me trouver. On va établir des recherches, trouver des entreprises, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, pour soit découvrir un domaine que vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir pendant la formation, soit à l'inverse, par exemple, suite au workshop que vous avez réalisé en première et ou en deuxième année, vous avez trouvé que c'était assez sympathique de travailler la manipulation textile, vous pourriez chercher une filière pour vos stages qui vous offre la possibilité de développer vos connaissances dans le domaine de la manipulation textile, ou bien l'accessoire, pareil. Vous n'avez eu aucune notion d'accessoire, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, possibilité d'effectuer un stage dans le domaine de l'accessoire. Et donc, encore une fois, la période des stages, c'est une période qui est très personnalisable. On attend de vous généralement de pouvoir faire 2 expériences professionnelles. Alors, plutôt une découverte, comme je viens rapidement d'en parler, et une plutôt immersion qui vous permet vraiment de confronter toutes vos connaissances de base, certes, mais au milieu professionnel. Donc, dans ces stages, vous allez réaliser à la fois des recherches techniques, pratiques, créatives et peut-être même effectuer des dossiers financiers ou autres. Donc, ce serait un stage qui vous permettrait vraiment de faire une conclusion par rapport à toute votre formation des 3 années. Alors, ces stages peuvent se faire en Belgique ou à l'étranger. S'ils se font à l'étranger en Europe, vous avez évidemment la possibilité de demander une bourse Erasmus. Ça, c'est toujours le bienvenu, même si une bourse ne couvrira pas l'entièreté de vos frais, c'est quand même un bon bas de laine qui vous est octroyé. Et donc, tous les secteurs possibles par rapport au domaine du textile et de la mode peuvent être sollicités. Alors, bien entendu, on va d'abord penser au prêt-à-porter. Mais il y a beaucoup plus que ça. On parle du prêt-à-porter femme, mais bien entendu qu'il y a le prêt-à-porter homme, enfant. Alors, dans le domaine de l'enfant, il y a tout ce qui est vêtements, bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui est layette et jouets. Tous les jouets textiles qui nécessitent une forme de base et une réflexion par rapport à la coupe et à l'assemblage des matériaux, c'est aussi un domaine dans lequel vous pouvez faire une immersion. Le costume de scène, de cinéma, de cérémonie, dans lequel vous avez à la fois les robes de mariée ou les robes de cocktail, les magazines qui présentent les tendances, les bureaux de style qui recherchent les tendances. On a eu des étudiants qui ont fait des stages dérivés du secteur de l'ameublement, mais pour faire les recouvrements de selles de moto, de voitures. Donc, j'ai envie de dire qu'entre la mode et le textile, en passant par la couleur ou la présentation d'un vêtement dans un magazine, il n'y a vraiment pas de limite.
On pourrait même imaginer de faire des stages dans le graphisme ou autre. C'est au départ, et je conclurai plutôt par ça, une formation qui attend de vous d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un de passionné. Et donc, cette recherche de stage, c'est aussi quelque chose qui doit venir de vous pour compléter un maximum la formation qu'on aura en tout cas tenté de vous offrir et de construire avec vous, puisque comme je le disais depuis le début de la petite présentation, l'étudiant est au cœur de la formation. Et donc, sans vous, on ne peut pas fonctionner. Donc, en général, vous nous apportez de la matière à travailler et on vous donne nos avis pour continuer à élaborer votre projet à la maison. Mais bien entendu, il n'y a rien qui tombe du ciel et donc j'en conclus vraiment que pour travailler dans la mode, il faut être vraiment motivé et ou en tout cas le devenir et s'investir. Comme je dis toujours, quand on aime, on ne compte pas. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de tout, mais en tout cas, n'hésitez pas toujours, comme le disait Stéphanie, par l'intermédiaire du chat, de poser vos questions. Je vais peut-être faire un petit clin d'œil à Stéphanie qui me permettra peut-être de rebondir sur un point que j'ai omis d'aborder ou de développer. Ben déjà, un tout grand merci pour toutes ces informations. Moi, je me demandais si peut-être tu pourrais nous dire quelques mots sur les débouchés. C'est peut-être une question qui est dans le chat, hein, on verra plus tard, mais c'est aussi souvent une question qui nous est posée. Les différents débouchés possibles, si tu pouvais nous en dire peut-être un peu plus, voilà, pour informer un peu par rapport à ça. Oui, c'est vrai que c'est une question qui vient souvent sur la table et elle est un petit peu la suite logique des lieux de stage. Donc, en fait, comme la formation est polyvalente, ce qui est notre point positif, donc c'est notre force, mais c'est aussi quelque part une difficulté, je ne vais pas dire une faiblesse, mais l'étudiant doit s'en sortir dans les fameux 3 axes de la formation pour justement avoir un échantillonnage de possibilités dans le milieu professionnel le plus varié possible. Et donc, qu'il soit, comme tout le monde peut l'imaginer basiquement, styliste ou modéliste, bah, ça c'est la base. Mais au-delà de ça, on est vraiment dans une ère où souvent les vêtements sont produits à l'étranger, mais pensés ici en Europe et plus particulièrement dans notre cas en Belgique. Donc pouvoir travailler dans un bureau et être à la fois polyvalent dans la conception, dans les fiches techniques, responsable de projet, recherche de fournitures, si je m'éloigne de là, costumier, habilleur, c'est-à-dire qu'il faut les notions d'histoire du costume pour pouvoir conseiller pour l'habillage d'un film ou d'une pièce de théâtre. Donc, tout ceci étant enchevêtré l'un dans l'autre permet vraiment d'avoir des axes professionnels très variés. Super, merci beaucoup. Ben voilà, si tu veux regarder un petit peu s'il y a d'autres éléments à dire, mais moi je voulais effectivement vous inviter à venir un peu plus loin à la rencontre d'Elmo Mode. Ici vous avez une petite capture de la page Instagram de Elmo Mode. Vous êtes aussi pas mal présent sur Facebook. Il y a vraiment du suivi avec justement les alumni, justement les anciens, que sont-ils devenus, où est-ce qu'ils travaillent, les collections qui sortent. Voilà, c'est vraiment une page Instagram très sympa à suivre. Et puis tu en as touché un mot tout à l'heure. On va avoir toute une série de vidéos qui sont disponibles sur notre site internet dans l'espace de Elmo Mode, avec des vidéos qui sont proposées après chaque défilé notamment, où là vous avez vraiment la possibilité de voir toutes les collections, toutes les silhouettes qui ont été créées par les étudiants, l'évolution du bloc 1 au bloc 3, et puis pas mal de vidéos aussi sur les projets que tu évoquais, les partenariats avec la Tunisie ou d'autres. Voilà, il y a plein de vidéos à les découvrir, donc surtout n'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi, vous le voyez, à poser vos questions en commentaire. Avant de passer aux questions-réponses, et peut-être que là, Christelle, tu auras d'autres éléments qui te reviendront, je vous invite aussi peut-être avec la dia suivante à de futures activités qui vous sont proposées pour vous, futurs étudiants. Il y a cet espace elmo.be/futurs étudiants où vous avez toute une série de ressources. Vous pourrez retrouver, par exemple, la brochure de Elmo Mode avec ces activités, ces cours qui sont décrits, mais aussi beaucoup d'informations sur les stages, les débouchés et autres. Les cursus du mercredi qui continuent. Voilà, ici à 16h, on a technologue de laboratoire médical, mais ça vous intéressera peut-être un peu moins, mais sachez que ça continue. Et puis, surtout, notre journée porte ouverte qui s'organise donc sur rendez-vous
le 8 mai, le samedi 8 mai. Donc, la prise de rendez-vous est déjà possible. Venez nous rencontrer, venez visiter les bâtiments sur rendez-vous donc pour bien respecter les mesures sanitaires. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Mais rendez-vous sur notre site pour vous inscrire. Les inscriptions plus générales à la haute école qui s'ouvrent également à partir de la journée porte ouverte le 8 mai. Et puis, actuellement et jusque samedi, c'est le salon CIEP virtuel qui se déroule donc en ligne. Vous avez le site qui est indiqué ici avec des informateurs de Elmo qui sont présents pour vous répondre par chat. Donc, si vous avez encore d'autres questions, des questions sur d'autres cursus, eh bien, Elmo est présent au salon CIEP virtuel du 21 au 24 avril. Voilà, je vous propose peut-être de passer aux questions-réponses. Justement, c'est pour ça aussi qu'on aime organiser ces cursus du mercredi pour pouvoir répondre un petit peu à des questions. Donc, voilà, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, mais pas beaucoup de questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les poser. Ici, on vient de parler un petit peu des débouchés. Une question qui revient souvent, Christelle, quand on rencontre des futurs étudiants en séance ou en salon, c'est un petit peu par rapport aux prérequis. Est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires pour s'inscrire dans votre formation en technique de mode? Alors, des prérequis en tant que tels, pas vraiment. Mais comme je dis toujours, et c'est vrai que c'est une question fréquente, donc merci de la poser parce que je suis certaine que certains se la posent tout bas. Plus on a de connaissances dans un domaine, plus on est à l'aise. Alors, je compare toujours avec les premiers pas quand on apprend à conduire. Entrer dans la voiture au volant, bah, parfois ça semble quelque chose de phénoménal ou presque inabordable. Alors, avant d'aller à son premier cours d'auto-école, si on a déjà pu dégrossir avec un proche, tiens, le changement de vitesse, il est là, je tourne, il se passe ça, je freine, voilà les pédales. On est un petit peu dégrossi avec la montagne de nouveautés qui nous entourent et donc on se sent un petit peu plus à l'aise. Ben, c'est un peu la même chose pour notre formation. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut être bon dessinateur, bon technicien, bon créatif ou autre, mais peut-être s'être déjà octroyé la possibilité de découvrir certaines choses. Alors, si une voisine, une mamie, une maman a à disposition une machine à coudre, bah, peut-être s'y asseoir, essayer de voir comment ça fonctionne. On n'attend pas de réaliser un vêtement complet, mais voilà, on s'est déjà familiarisé. Le croquis, pareil, si en réto, par exemple, on a encore quelques heures à tuer dans ses loisirs et qu'on a la possibilité de s'inscrire à un petit cours d'académie ou à un cours de confection, bah, pourquoi pas, ça permettra toujours d'être un petit peu plus à l'aise. Toutefois, il faut savoir que tous les cours vont recommencer à zéro, mais aussi au rythme du supérieur. Donc, ça va être beaucoup d'informations dans tous les domaines et relativement vite. Donc, si on a prérequis zéro dans tout, ben, c'est pas du tout insurmontable. On reprend vraiment à zéro, mais très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si on peut un peu dégrossir dans tout, ben, on est plus à l'aise. C'est comme on a des étudiants français qui s'inscrivent chez nous, ben, ils n'ont absolument aucune notion de néerlandais. Si pour eux, ils ont la possibilité de se familiariser un petit peu avec un mot de vocabulaire ou l'autre, c'est pas plus mal. Je n'ai pas d'ailleurs parlé, si tu me le permets, dans la petite explication que j'ai donnée juste avant, au niveau des langues. Dans la partie de l'axe théorique, on a notamment des cours de langue qui sont intitulés néerlandais technique et anglais technique. Alors, l'objectif n'est pas de former des jeunes totalement polyglottes, mais on sait que dans le domaine de la mode, on est quand même amené à voyager, être en contact avec des clients et ou des fournisseurs qui nous aborderont dans une langue étrangère. Et donc, être totalement fermé et ne pas pouvoir, ne fût-ce que dire en quelques mots, je vais vous passer un collègue ou je vais relayer la demande. Voilà, juste encore une fois, être à l'aise pour pouvoir assurer le dialogue. Bah, voilà, ça c'est l'objectif des cours de langue chez nous. Et s'ils sont baptisés techniques, c'est parce que très rapidement, ils sont orientés vers le vocabulaire technique. Donc, il y aura aussi des exercices de mise en scène, de contact avec des clients, de contact avec des fournisseurs pour vraiment parler de tous les détails. Comment est-ce qu'on traduit un col? Comment est-ce que j'appelle une boutonnière, un fermoir, etc. Donc, c'est vraiment très, très fonctionnel. Bah justement, peut-être par rapport à ces cours de langue, il y a une question, entre nos deux questions, faut-il des prérequis pour les cours de langue? Est-ce que c'est important d'avoir eu des langues peut-être en secondaire par rapport à ces cours de langue-là que vous proposez?
On a des étudiants qui viennent de toutes sections confondues et maintenant, on a décidé de faire des groupes totalement mixtes. Il y a eu un moment où on faisait des groupes de niveau. Donc, ceux qui avaient déjà un bon, un moyen ou un faible niveau, voire inexistant dans une ou dans les deux langues. Et on a trouvé que c'était beaucoup plus riche pour le groupe étudiant d'être comme ça en mélange de connaissances de base. Alors, certains étudiants qui auront déjà des bonnes capacités auront peut-être quelques cours de dispense et les autres, s'ils ont prérequis zéro, ils vont devoir étudier. Bien entendu, personne ne va pouvoir étudier le vocabulaire à votre place. Donc, pas de prérequis, c'est pas la fin du monde. Encore une fois, si on a la possibilité, ne fût-ce que de revoir quelques mots de vocabulaire, ce sera toujours un plus. Maintenant, les deux professeurs de langue, néerlandais et anglais, sont vraiment très pratico-pratiques et aussi passionnés par ce qu'ils font. Donc, ils tournent tout ça un peu toujours autour de l'humour. Donc, c'est aussi très chouette. Mais si on ne vient pas au cours et si on n'étudie pas, malgré tout, le prof n'a pas une baguette magique et ne peut pas faire tout à votre place. C'est sûr. Alors, on a une autre question ici de Victoria. À la fin du cursus, y a-t-il accès à la gestion ? Oui, alors c'est aussi une très bonne question. Oui, le fait d'avoir eu les cours de théorie, vous avez des notions de création et de gestion d'entreprise, principalement au bloc 2 et au bloc 3. Comme je disais tout à l'heure, il y a des cours de théorie qui sont échelonnés sur les 3 années et plus on se rapproche de l'arrivée vers le milieu professionnel, plus c'est ciblé vers que dois-je faire ou ne pas faire pour me lancer dans le milieu professionnel. Donc, tout à fait, vous pouvez vous lancer comme indépendant lorsque vous êtes diplômé. Très bonne question. Encore une autre question. Oui, tout à fait. Voilà, une bonne question aussi par rapport au master. Quelles sont les possibilités de master après ce bachelier en technique de mode ? Alors, il n'y a pas de pont automatique entre notre formation et un master existant, que ce soit ici en Belgique ou à l'étranger. Et donc, ce qui pourrait arriver, c'est qu'au lieu d'arriver en master, on va vous accepter à condition de peut-être faire une année préparatoire, une année passerelle, ça dépend un petit peu des vocabulaires qui sont utilisés. À l'étranger, on est plutôt dans la classification des formations privées. Et donc là, après nos 3 années de bachelier, là, c'est possible de commencer une première année de master parce que forcément, les coûts d'inscription sont totalement différents et on est plus dans une continuité d'études. Mais il n'y a pas de passerelle à proprement parler. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a encore une autre question au niveau de la régie. Voilà une autre question de Victoria. Un Erasmus aux États-Unis ou hors Europe, est-ce que c'est possible ? Alors, possible, ça l'est certainement. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne pense pas. Je réfléchis quelques secondes. Hors Europe, ça n'est pas encore arrivé. Alors, ça n'est pas encore arrivé. Pourquoi, me semble-t-il? Peut-être aussi une question financière, parce que les financements pour les bourses ne sont pas les mêmes. On part du principe qu'un Erasmus en Europe, la bourse va couvrir les frais de logement et probablement une bonne partie des déplacements. Ils sont calculés au prorata du coût de la vie sur place, mais lorsque c'est plus loin et lorsque c'est tout à fait mondial, je pense que les financements sont moindres. Alors, ça ne s'est jamais produit, mais je ne peux pas dire que ça ne peut pas se produire. À l'inverse, on a déjà eu des étudiants qui sont allés en stage à New York. Mais ça n'était pas dans le cadre du cursus Erasmus. Donc, il faut bien savoir que sous l'étiquette Erasmus, il y a à la fois la possibilité de bourse cours, donc cours c'est OURS, et les stages. Alors que ce soit des stages qui soient courts, c'est OURT, les deux sont aussi compatibles, mais il y a un minimum de durée. Super, merci beaucoup pour cette réponse bien complète. Je pense qu'on a encore une autre question de nos participants. Victoria, merci pour toutes tes questions, Victoria. Quelles sont les entreprises qui recrutent ? Alors ça, c'est même pas une bonne question, c'est vraiment une colle. Quelles sont les entreprises qui recrutent? On est régulièrement confronté au scénario. Vous êtes en stage, vous êtes en stage plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vous convenez bien. Alors, c'est évidemment un avantage pour l'entreprise parce qu'ils ne doivent plus reformer un nouvel employé. Donc, bien entendu que s'ils ont besoin d'embaucher du personnel, c'est à vous qu'ils vont faire appel.
On est souvent, régulièrement en tout cas, sollicité par des entreprises, alors que ce soit des entreprises de production, que ce soit des entreprises de création qui nous contactent parce que peut-être ils ont déjà eu des anciens étudiants en stage ou parce que peut-être ils ont entendu parler de la formation. Bref, on reçoit des offres d'emploi et dans ce cas-là, bien entendu, elles sont transmises aux étudiants. Mais je ne peux pas dresser une liste exhaustive des entreprises comme ça, bien entendu, parce que ça évolue régulièrement. Et c'est aussi pour cette raison que la recherche des stages ne doit pas se faire et ne se fait pas de manière anodine. J'essaye toujours de dissuader, voire de proscrire qu'un étudiant est en stage là où un autre a été l'année d'avant. Parce que justement, j'essaye que la société puisse tirer le tapis rouge à un étudiant avec lequel ils ont eu des affinités, tout s'est bien passé et dans quel cas ils pourraient évidemment l'engager. Et si on envoie deux étudiants au même endroit, bah, c'est un petit peu la concurrence interne et ça, c'est un petit peu dommage. On entend bien que les liens avec les entreprises, justement avec les partenaires professionnels, sont très étroits et multiples. Donc ça, c'est super chouette. Je pense qu'on a encore d'autres questions, peut-être. Voilà, de Manon. Voilà. Est-ce qu'on peut choisir sa destination Erasmus ou pas? Je vais dire que dans 99% des cas, oui. Maintenant, si 25 étudiants souhaitent aller à l'école X du pays Y, ce ne sera évidemment pas possible. Et donc là, il va falloir négocier. Mais dans l'ordre logique, quand on vous propose le fonctionnement Erasmus en deuxième année, déjà, on essaie de récolter vos desiderata. Ah, toi, tu es plutôt Espagne, toi, tu es plutôt Italie, toi, tu es plutôt France, plutôt ceci, plutôt cela. Et bien entendu qu'on essaye de trouver les établissements qui vous correspondent le mieux parce que parfois, des étudiants ont une idée très précise de l'école dans laquelle débarquer en plus du pays. Et parfois, j'ai juste envie de faire la découverte très vague ou la découverte dans telle langue parce que peut-être j'ai de la famille portugaise et je parle le portugais couramment. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre des cours Erasmus, on ne peut pas non plus toujours garantir que tous les cours se donnent en anglais. Donc parfois, même en Italie, soit la grosse partie de la formation se donnera en anglais, mais elle pourrait aussi se donner en italien. Ça dépend vraiment des établissements. À l'inverse, c'est la même chose. Nous recevons des étudiants Erasmus et on ne dispense pas l'entièreté des cours en anglais. Donc, ils doivent aussi se mettre à notre diapason. Et donc, ça se cherche en collaboration. Et comme je le disais tout à l'heure, l'étudiant est vraiment au cœur de tout, que ce soit pour son programme personnalisé de troisième, pour son investissement dans son projet personnel, la conception de l'expo de cette fin d'année. Pareil, ce sont les étudiants qui sont invités à nous proposer des lieux, des scénographies, des groupes de travail. Et bah, comme je le disais tout à l'heure, sans eux, on ne peut pas fonctionner. Et voilà, on tourne ensemble. Peut-être pour compléter, ah ben voilà, encore une question. Après, moi, j'en aurai encore une petite. Est-ce qu'il y a un nombre limité de places pour l'inscription? Il n'y a pas de nombre strict. Maintenant, je conseille toujours à l'étudiant, faites un maximum de visites d'école. Toutes sections confondues, si vous hésitez entre le cinéma, la mode, la médecine ou n'importe quoi, visitez tout. Si vous êtes sûr que vous voulez dans la mode, visitez toutes les écoles de mode qui pourraient convenir parce qu'on a toutes nos spécificités. L'avantage, c'est que je ne peux pas dire qu'on ait des écoles qui soient concurrentes. On est tous vraiment indépendants les uns des autres. On ne forme pas la même chose. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à ces trois axes qui étaient à la fois notre force et notre difficulté, bah, il y a des écoles qui ne proposent que la partie artistique ou que la partie technique. C'est vraiment par rapport à l'attente de l'étudiant, à l'attente de ce jeune, qu'il est important de choisir la bonne école. Et donc, par rapport, y a-t-il un nombre limité d'inscriptions? Non, mais dès que vous avez fait votre petit marché, n'attendez pas le 14 septembre pour vous inscrire parce que nous, il y a toute une organisation derrière. Et si tout d'un coup, il y a 40 inscriptions en plus, bah, organiser les cours pratiques, c'est compliqué parce qu'on essaye de concevoir des groupes d'étudiants d'à peu près, allez, on va dire une vingtaine. On part toujours sur ce schéma-là, mais il est arrivé une année qu'au 10 septembre, pouf, il y a eu une explosion. Ben, on n'a jamais su pour la rentrée organiser les choses correctement. Donc, les étudiants se sont peut-être retrouvés, j'ai oublié, à 30.
Et puis nous, on a continué, bien entendu, à faire les démarches, puisqu'on s'engage toujours. On ne fait pas des palabres ici en disant on va fonctionner à 20. Ah ben non, on est 30, tant pis, c'est comme ça. Donc, on a dû commencer à 30, on a suivi nos engagements. Il a fallu le temps que les choses se mettent en place. Et donc, quand au peut-être 1er octobre, on leur a dit, ah ben il y en a 10 de ce groupe-là qui vont partir. Ah ben non, moi j'ai créé des affinités avec un autre. Donc, c'est vrai que ça, c'est difficile. Donc, inscrivez-vous. Dès que vous êtes décidé, ça, ce sera vraiment la conclusion la plus pratico-pratique. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une dernière question? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Moi, j'avais juste une petite demande. Tu parlais tout à l'heure du fait que l'étudiant était au centre et participait vraiment dans plein de facettes. Justement, par rapport au défilé, les étudiants sont aussi vraiment partie prenante et participent beaucoup à l'organisation du défilé. Est-ce que tu peux peut-être nous dire 2-3 mots par rapport à ça? Oui, plus que jamais. Alors, bon, encore une fois, comme je le disais, défilé qui cette année se transforme en expo parce que on ne pouvait pas se permettre d'attendre l'évolution des règles sanitaires, savoir si on allait pouvoir faire ou pas un défilé avec des personnes extérieures ou intramuros. Donc voilà, on s'est orienté vers expo, mais c'est exactement la même chose. Pour les autres années, quand c'était défilé, on va dire qu'à partir de décembre, on crée des groupes. Et donc, on propose toute une série de postes. Alors, le podium, les invitations, la gestion de la salle, la décoration, la mise en beauté des mannequins. Et donc, chaque étudiant est invité à s'inscrire dans un ou plusieurs groupes. Et donc, toute l'organisation se fait par ces groupes de travail. Parfait, bah super, merci beaucoup. Je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos parce que ça illustre assez bien cet aboutissement souvent qui est très important pour tous les étudiants. Voilà, on espère qu'on a bien répondu à vos questions. On espère en tout cas que toutes les informations que Christelle vous a données aujourd'hui vous ont bien aidé à y voir plus clair et à bien cerner cette formation en technique de mode. Encore un tout grand merci Christelle pour ta participation, tes explications et toutes tes réponses. Merci aussi à Adriano en régie. On reste donc disponible sur Facebook, sur notre page, au Salon CIEP, à notre journée porte ouverte le 8 mai. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite. Et puis, on vous souhaite en tout cas de faire le meilleur choix, un choix qui vous rendra heureux. Voilà, encore un tout grand merci, Christelle. Merci à toi et au plaisir de voir tout le monde en live. Voilà, exactement. Bon après-midi à tous et encore merci. Au revoir.